Alors, je me suis perdu dans mes fiches. Non, ça y est, je les retrouve. Quatrième et dernière table ronde. Allez, on est dans les timings parce que je sais qu'il y en a qui ont des trains à prendre, donc on va aller vite. On va accueillir pour parler de regard croisé sur le bon usage du réseau ferroviaire pour répondre aux attentes sociétales Patricia Perren, Alexis Chailloux, Martin Koenig, Alain Quinet, Pierre Zambry, Robin Fischer. Merci de les accueillir, tous les 6, s'il vous plaît. Bonjour à vous toutes et tous. Alors, je vous présente les invités. Martin Koenig, économiste à l'université Gustave Eiffel et secrétaire de l'Association française d'économie des transports. À vos côtés, Patricia Perren, économiste et directrice adjointe des transports en région, vous l'avez été, et vous êtes aujourd'hui consultante au cabinet Transmission. À vos côtés, Pierre Zambry, professeur à l'université Gustave Eiffel également, et vous étiez au laboratoire Ville, Mobilité et Transport. À côté, j'ai Robin Fischer, expert fret au sein du Shift Project, Alain Quinet, directeur stratégie et affaires corporate chez SNCF Réseau, et enfin Alexis Chailloux, responsable transport au réseau Action Climat. Ça y est, j'ai présenté tout le monde et je vais commencer avec Alain Quinet. Alain, depuis le début de cette journée, on sent bien qu'il y a un véritable intérêt et un engouement autour de ces plateformes. Même si les choses sont perfectibles, on l'a vu bien évidemment, elles ont de l'avenir. Oui, absolument. Je pense que ce qu'on fait, c'est le sens de l'histoire. Et peut-être pour rebondir sur la première table ronde et ce qu'a dit Christian Schmitt, je pense que c'est le sens de l'histoire en Europe. Comme vous le savez, il y a un projet de règlement européen sur les capacités qui est en phase de trilogue, qui pourrait être adopté dès l'été et qui va en fait organiser la coordination entre les gestionnaires d'infrastructures européens sur ce sujet des capacités. Pour une raison fondamentale, c'est qu'on pense qu'il y a un potentiel de développement considérable du trafic entre les pays européens et pas simplement au sein de chaque pays, et que pour ce faire, il faut organiser la capacité dans chaque pays et le faire de manière coordonnée. Alors, c'est beaucoup les petits pays européens qui sont leaders, parce qu'ils sont par essence transfrontaliers, donc les Autrichiens, les Suisses, les Néerlandais poussent beaucoup, mais un grand pays comme la France, en fait, est plutôt à la pointe. Et tout ce qu'on a présenté aujourd'hui, ça nous fait gagner du temps sur la mise en œuvre de ce projet de règlement. Et ça nous positionne malgré tout, alors je ne dirais pas comme pays de référence, mais malgré tout comme pays important pour structurer, organiser la capacité. Alors, le sujet des plateformes, c'est évidemment le sujet de cette concertation avec les PER, les PE, sur les attributions de capacité. On l'a vu ce matin, quand on est un opérateur voyageur ou un opérateur fret, on a des besoins. Il y a parfois des frottements. Est-ce que finalement, ça n'aurait pas été plus simple d'aller dire c'est comme ça et c'est pas autrement ? Oui, ça suppose qu'on sait tout et que les clients en savent moins que nous. Mais disons qu'il y a quand même une question fondamentale intéressante que j'ai envie d'évoquer avec aussi un regard économique, puisqu'il y a plusieurs économistes autour de moi. C'est effectivement comment on organise l'allocation de la capacité sur une ressource rare comme le réseau. Et c'est vrai que les solutions des autres secteurs de transport, ils ne sont pas du tout applicables à nous. Sur les autoroutes, c'est quand même le principe du premier arrivé, premier servi. Et puis, dans les aéroports, c'est plutôt, il y a des droits du grand-père qui jouent sur les créneaux. Et nous, on sait que ces deux modes d'allocation de la ressource, ils ne sont pas possibles. Voilà, pour des raisons que je ne développerai pas, mais qui sont assez évidentes. Et donc, en fait, là aussi, en Europe, chacun tâtonne pour essayer de trouver la bonne formule. Alors, c'est vrai que quand on regarde les cas polaires, il y a un cas polaire que les économistes aiment bien mettre en évidence. Un premier cas polaire, c'est les enchères. Après tout, il y a une ressource rare et l'enchère, c'est un moyen simple, objectif, de faire le partage entre des demandes qui sont concurrentes. Et il y a des mécanismes d'enchères qui existent aujourd'hui en Europe, plutôt comme solution de dernier recours, mais la Suisse, par exemple, et l'Allemagne aussi, ont des mécanismes d'enchères comme option de dernier recours. C'est vrai que c'est quand même assez compliqué à mettre en œuvre. Alors, il y a des complications, je dirais, techniques, sur quel périmètre on fait l'enchère, comment on l'a fait, etc. Puis, il y a quand même aussi des questions de principe. C'est que les différents trafics n'ont pas du tout le même consentement à payer, et donc on ne peut pas simplement appliquer un critère de prix pour départager des trafics de nature assez différente. Donc on peut l'envisager
au sein d'un même type de trafic, mais pas entre trafics. Alors, il y a ensuite l'autre solution. On a évoqué d'ailleurs dans la précédente table ronde, ce sont les critères socio-économiques. Exactement. Voilà. Alors, l'autre solution, c'est de faire en gros de la planification éclairée, et éclairée notamment par l'évaluation socio-économique. Jean-Yves Petit en a parlé juste avant, et effectivement, il a parfaitement raison de dire que la socio-économique qu'on applique au développement, on devrait l'appliquer davantage sur le réseau existant. Et là aussi, il y a des tentatives intéressantes en Europe. Il y a la Suède, par exemple, qui est plutôt leader. Alors, elle a des critères socio-économiques que je ne vais pas développer, mais dont je pourrais vous donner l'intuition, qui ne sont pas inintéressants à regarder. Par exemple, pour comparer deux trains, on va comparer le taux de remplissage. On va donner une plus grande valeur au train qui est davantage rempli. On va regarder aussi le coût de l'attente. Par exemple, un train qui transporte des produits frais aura plus de valeur qu'un train qui transporte des produits non périssables parce que le coût de l'attente sera potentiellement plus faible pour lui. Ou alors, on va regarder quelles sont les alternatives à la disposition du transporteur ou du chargeur. Est-ce qu'il y a des alternatives faciles ou difficiles? Voilà. Donc, en fait, on sait objectiver un certain nombre de situations pour essayer d'objectiver, en fonction d'un critère de bien commun, les usages. Mais c'est vrai qu'ensuite, chaque paramètre, il peut être contesté, il peut être challengé, il repose sur des bases empiriques ou éthiques qui peuvent être remises en cause. Donc c'est vrai que, in fine, ce qu'on fait ici, la conciliation, c'est peut-être pas la situation optimale, mais c'est sans doute la situation la plus acceptable et qui en plus repose sur des fondements robustes. Et si vous me permettez juste un dernier clin d'œil économique, c'est une très bonne application de la théorie des jeux répétés. C'est-à-dire que, en fait, quand vous prenez des joueurs qui ont des intérêts qui ne sont pas alignés, s'ils ne se voient qu'une fois, il n'y aura aucun intérêt à coopérer. Chacun aura intérêt à défendre son bout de gras, si j'ose dire, son intérêt particulier. Et puis, on aboutira à une solution qui n'est ni optimale ni coopérative. Et donc, le pari, en fait, des plateformes de services, c'est que c'est justement un jeu répété. On ne va pas se voir une fois, on va se voir plusieurs fois. Et le simple fait de se voir plusieurs fois, de jouer plusieurs fois, c'est ça qui crée l'incitation à la coopération et à la recherche d'une solution optimale. Donc au total, je ne sais pas si ce qu'on est en train de dessiner, c'est la bonne solution, mais c'est sans doute une solution potentiellement la plus efficace et la plus acceptable. Alors, nous avons réuni sur ce panel des regards différents, des regards d'économistes, des regards de géographes, de spécialistes des questions environnementales, de financement de projets environnementaux. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir votre approche. Juste avant ça, je vais quand même commencer avec vous, Patricia Perren. Vous êtes alors aujourd'hui économiste du transport ferroviaire, consultante au cabinet de transmission, mais vous avez précédemment été directrice des transports, enfin directrice adjointe des transports à la région Centre-Val de Loire. Juste votre regard, vous, et vous pouvez nous apporter ce regard des autorités organisatrices sur ces plateformes et sur ces concertations. Alors oui, merci d'ailleurs d'avoir rappelé d'où je parle, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, je suis consultante, je travaille exclusivement pour les collectivités locales, pour les régions, dans ma profession, et donc j'ai été à la région Centre-Val de Loire, mais je ne suis plus à la région Centre-Val de Loire, donc ce que je vais dire, évidemment, c'est à mon nom propre, et il y a des personnes dans la salle de la région, évidemment, qui ont toute capacité de s'exprimer plus que moi. Malgré tout, j'ai une expérience et je peux aussi en faire un certain recul sur ces plateformes. Globalement, ce qui a été dit ce matin, je partage. C'est quelque chose de très bien. Et en tant qu'économiste, je partage tout à fait ce qu'a dit M. Kines, c'est du cheap talk. Ça permet que chacun mette un peu sur la table ce qu'il veut et ça permet quand même d'arriver à une solution relativement plus optimale que s'il n'y avait pas cette discussion. Donc ça, c'est évidemment positif et en tant qu'économiste, je ne peux que le saluer. En attendant, si je me mets à la place de la région et à mon ancien poste, c'est pas forcément facile pour une région de trouver sa place dans ces plateformes. Premièrement, parce que du coup, on voyait dans les slides de réseau que les régions étaient marquées très haut et qu'on sent cette volonté de SNCF Réseau que les régions soient là. Voilà, quand on est une région et on est donc des fonctionnaires ou des collaborateurs régionaux, voilà, on n'a pas forcément, on a du mal à trouver sa place. Je pense, on parlait un peu des associations aussi juste avant, dans ces organes qui sont très techniques et qui demandent aussi un certain temps. Voilà, et du coup, en tant que AO, on se dit, est-ce que j'y vais en plus que mon opérateur? Bon. Si je prends du recul, si j'ouvre à la concurrence, ce qui n'est pas le cas de toutes les régions, il y a des régions qui ne souhaitent pas ouvrir à la concurrence, et qu'on est dans un univers assez loin
c'était pas les PER mais les PE. Dans ce cas-là, ça vaut le coup que la région vienne pour exprimer cette demande de long terme. Mais est-ce qu'on a des agents en capacité d'exprimer ça dans un langage qui va être très technique? Parce qu'autour de la table, voilà, on a des agents très techniques. Et c'est pas forcément facile pour une région de trouver sa place, de trouver la compétence. Bon, on ne parle même pas de recruter aujourd'hui, les collectivités locales ne sont pas trop à recruter des fonctionnaires, particulièrement avec des profils d'ingénieurs capables de parler le langage de SNCF Réseau. Donc il y a d'abord cette difficulté-là. La deuxième difficulté, c'est dégager du temps, parce que c'était très bien dit par le préfet Philizot, c'est l'étoile de Legrand. Mais si vous regardez ma région, quand j'étais en Centre-Val de Loire, on a donc 3 plateformes. Parce qu'on a la Paris-Orléans, on a la Paris-Nevers, Clermont, Dijon, et on a aussi Paris-Le Mans, passant par l'Atlantique. Donc ça fait quand même 3 plateformes, donc ça fait quand même pas mal de réunions. L'autre problème aussi qui a été évoqué pour le fret, mais je voulais le souligner pour le passager, c'est les transversales. Toujours dans ma région, Nevers-Tours. Donc ça, c'était en tant qu'autorité organisatrice. Mais on a aussi un souci, et là, je voudrais en parler de façon très concrète, sur un train que j'aime beaucoup, qui est l'Intercité Nantes-Lyon, qui, lui, pour le coup, 4 plateformes, ça coupe. Et donc, je le prends régulièrement pour aller à Marseille. Et l'autre fois, j'étais dedans, et 26 minutes d'arrêt à Nevers. Ça fait long pour faire un retournement de train, un Régiolis, je ne sais pas à quelle vitesse marche le conducteur, mais 26 minutes. Et en fait, j'ai appris qu'il y a une LTV qui fait 2-3 minutes du côté de Nevers, mais du coup, on rate l'entrée du nœud lyonnais et on prend 13 minutes. Donc au lieu d'avoir un arrêt de 13 minutes, on a donc un arrêt de 26 minutes à Nevers, ce qui est quand même énorme. Voilà. Et c'est parce que le fonctionnement de ces plateformes et ces fonctionnements en plaques fait que le pauvre train, l'unique train quasiment on a parlé de la région sud, aussi on a des Marseille-Toulouse qui sont quand même transverses, il ne faut pas les oublier. Ils ont du mal à trouver leur place et ils sont parfois un petit peu oubliés parce que le sillon est tracé, il y a une entrée qui est prévue à telle minute et si on le rate, on est pour 13 minutes. Voilà. Donc ma réaction, pour synthétiser, c'est plutôt positif. Les régions ont du mal à trouver leur position. Attention aussi aux effets de Étoile de Legrand, là il plaque, Centre-Val de Loire, on est coupé en 3 et puis alors le pauvre Intercité, il est coupé en 4 lui. Merci pour ce retour d'expérience très concret. Allez, on va commencer à aborder donc des regards un petit peu différents sur les sujets que nous évoquons, et on va commencer avec vous, Pierre Zambry. Quel est le regard que le géographe que vous êtes porte non pas sur les plateformes, mais sur le réseau ferroviaire français? Voilà, écoutez, je pense que ce qui a été dit ce matin est intéressant parce qu'on voit qu'il y a quand même une volonté maintenant de travailler ensemble pour développer des services sur un terme relativement long. Simplement, il faut savoir d'où on part. Et ça, c'est un petit peu mon rôle de décrire la situation de départ et de dire la situation de départ n'est pas très facile. D'abord, ce qui est intéressant, si vous comparez 2 cartes, alors je ne les ai pas à vous montrer, mais vous les connaissez toutes par cœur, c'est la carte du réseau physique, on va dire, celui qui est parcourable, et puis vous avez la carte des flux. Vous superposez les flux sur le réseau, vous dites, tiens, quand même, il y a des lignes avec énormément de trafic et des lignes où il n'y a quasiment rien. Ça, c'est déjà pas très optimal en termes d'allocation, non pas des capacités cette fois-ci, mais plutôt des services sur l'infrastructure. Ce qui amène à dire pourquoi on est arrivé à cette situation-là et comment on pourrait essayer de s'en sortir. Alors, on va déjà voir le pourquoi. Déjà, si je décris le réseau tel qu'il est, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit nombre d'axes très circulés, des nœuds très sollicités. C'est aussi un petit nombre, enfin on va dire une dizaine de nœuds stratégiques, peut-être un peu plus. On a parlé d'une vingtaine de points potentiels de saturation tout à l'heure. Voilà, parce que puisqu'on concentre tout dessus, et surtout des trafics de nature très diverses, ces nœuds, évidemment, vont être faciles à saturer. Des goulots d'étranglement et de l'obligation d'arbitrer et, le cas échéant, de faire de très coûteux investissements de capacité, parce qu'il va falloir soit contourner ces nœuds, soit au contraire élargir au niveau le plus serré, c'est-à-dire la gare centrale du nœud en question. Et donc ça nous pose plein de questions à Lyon, à Bordeaux, etc. Enfin bon, je ne vous fais pas le tableau, mais vous voyez à peu près à quoi ça correspond. Tout ça correspond vraisemblablement, enfin j'aurais tendance à dire, je le dis souvent, c'est un réseau à la main de l'opérateur historique qui s'était organisé comme ça et qui trouvait très bien d'avoir des flux très concentrés sur un petit nombre d'axes sur lesquels on pouvait concentrer les investissements. Et ça, c'est une logique qui date de l'immédiate après-guerre, au moment de la reconstruction. Voilà. Et donc, il n'a pas varié depuis, et on le voit bien avec le TGV à l'heure actuelle, toujours cette tentation de faire sur un réseau aussi restreint que possible. Voilà, donc à partir de là, ça nous pose une redoutable colle, parce qu'il faut partir de cette situation et dire, qu'est-ce qu'on fait? Comment on arrive
à remodeler l'usage du réseau pour qu'il corresponde le plus possible au maillage qu'on pourrait considérer comme optimal du réseau. Alors s'ajoute une dimension, c'est que la structure du réseau telle qu'on la connaît aujourd'hui est souvent le résultat de ce qu'on pourrait appeler des micro-décisions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a procédé à des ablations, par-ci, par-là, et puis on dit tiens, 20 km, pas rentable, pas intéressant, il y a des travaux, personne ne veut payer, on l'enlève, et hop, on coupe une transversale. On parlait de transversale tout à l'heure. Et à partir de là, vous dites, mais qui ? Est-ce qu'à un moment, quelqu'un a pensé à une logique justement de maillage et de réseau en disant, attention, touchez pas à ça. Si vous y touchez, vous coupez quelque chose de beaucoup plus important que le tronçon de 21 km pour lequel il faut mettre 18 millions d'euros. C'est ce genre d'arbitrage qu'on a vu à un moment donné. Et vous remarquerez aussi que souvent, c'est au niveau des limites entre régions ou entre anciennes régions que ces ablations se sont effectuées. C'est-à-dire les régions qu'on va solliciter, mais qui disent « Oh là, j'ai assez de problèmes sur mon cœur de réseau, je ne vais pas m'intéresser aux marges. » Et donc, du coup, c'est marginal, donc on ne s'y intéresse pas. Et à partir de là, clac, c'est fichu. Voilà, donc 2 éléments importants. Alors, j'espère que le réseau... C'est lié aussi, il y a aussi, alors évidemment, le problème d'argent. C'est ça, le choix aussi, vous parlez de ces micro-décisions, elles sont quand même conditionnées par les problèmes d'investissement, oui, à mettre sur ces lignes-là, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu à un moment donné une réflexion sur le réseau. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça ? Qu'est-ce qui manque pour que le réseau français soit le plus pertinent possible ? Alors, il y a la question, enfin, si je repars de cette idée de maillage, parce que c'est finalement ça qui est important, quelle maille nous voulons collectivement ? Peut-être là aussi, c'est une question à poser en amont des plateformes dont on a parlé au niveau national. À quel degré, quel niveau de maillage nous voulons ? Qu'est-ce que nous avons envie de préserver ? Et à partir de là, quel degré d'homogénéité rechercher en termes d'équipement et de capacité ? Parce que c'est aussi ça la question, c'est que finalement, les traits sur la carte qui ne correspondent pas à des gros flux, si vous creusez, vous vous rendez compte que la capacité est très faible, les équipements sont obsolètes pour partie. Voilà, ça renvoie par exemple à la volonté de retracer un Bordeaux-Lyon il n'y a pas très longtemps avec une coopérative qui a essayé tout ce qu'elle pouvait pour passer, mais à qui on a opposé beaucoup d'obstacles, qui étaient souvent des obstacles d'ordre technique. C'était pas, on n'a pas envie de vous voir passer là, mais là, ah oui, alors là, il y a un problème de jonction entre sillons. Là, il y a un poste à rouvrir, là, il y a ceci, il y a cela. Et à partir de là, ça devient très compliqué. Donc, il y a une question d'homogénéisation de l'équipement, de façon à rendre les itinéraires équivalents. Si vous lisez le document de référence du réseau, il est passionnant, parce qu'il est très touffu. Et qu'on y trouve des lignes avec des charges à l'essieu très différentes les unes des autres. Je pense au train de fret, par exemple. Vous voulez acheter un engin moderne, c'est 4 essieux, 80 tonnes. Et quand c'est des lignes à 17 tonnes par essieu, ça ne va pas passer. Donc c'est des choses comme ça, des petites choses. Bon. Après, il y a sur la structure du réseau, de quoi manquons-nous ? Justement, d'itinéraires alternatifs. Les itinéraires alternatifs, on disait en Allemagne ce matin, on ferme les lignes 5-6 mois, on fait d'énormes travaux, on rouvre. Oui, mais il y a un plan B. C'est-à-dire que sauf incident un peu exceptionnel, type Rastatt, comme il y a quelques années, vous avez forcément le maillage permet de passer par ailleurs. Et donc, les trains de fret passeront, c'est programmé à l'avance, etc. Les voyageurs en local, ils prendront le car, mais les autres, ils sont détournés. Donc, on va avoir toujours des solutions de ce type-là qu'on n'a pas en France. On serait bien en peine de trouver ce genre de solution. Et c'est pour ça qu'on a supprimé plein de services, y compris de nuit, d'ailleurs. Parce qu'on disait, la nuit, il y a des travaux, on ne peut pas faire passer les trains. On ne va pas pouvoir les rétablir tout de suite parce qu'il y aura d'autres travaux prévus dans 2 ans, puis dans 3 ans, etc. Et donc, à partir de là, tout le monde oublie qu'il y avait des trains de nuit et l'habitude se perd. Donc, c'est aussi ça. Donc, itinéraire alternatif. On a parlé un peu en filigrane des débouchés des ports vers l'intérieur. C'est quand même stratégique à l'heure actuelle, parce que l'essentiel de nos approvisionnements passe par la mer et par les ports. En attendant la réindustrialisation que tout le monde appelle de ses voeux. Mais à partir de là, passer par l'Île-de-France quand on vient du Havre, c'est un peu moyen, on va dire. Vous expédiez les céréales du centre Val-de-Loire aussi via la région parisienne, on n'a peut-être pas besoin de passer par là. Donc, ce qui veut dire qu'il faut peut-être penser à un grand contournement qui existe déjà. Heureusement, il est encore à peu près préservé, mais dont le niveau d'équipement ne permet pas grand-chose.
Donc voilà, c'est le genre alors j'espère que vous y pensez au sein de vos plateformes. Mais, en tout cas, ça a été noté aujourd'hui, Pierre Zambry, ne vous inquiétez pas. Non, mais c'est vrai, c'est des questions. Alors, on pourrait dire c'est frapper du sceau du bon sens, c'est-à-dire tout le monde devrait avoir cette idée-là, mais on a l'impression quand même que c'est pas si partagé que ça. Et c'est ça qui m'interroge en fait. Est-ce qu'il y a quelque part une instance, un lieu où on peut discuter de ces choses-là, la consistance sur le long terme, de ces questions de réseau, vraiment au sens large et au sens noble du terme aussi, le réseau, c'est ce qui permet de répondre à un maximum de demandes en usant justement des qualités du réseau, hein, de la connectivité notamment, ce genre de choses. Alors voilà, moi je ne suis pas économiste, mais je me dis qu'il y a quand même des choses qui ne se mesurent pas forcément à l'aune d'une rentabilité immédiate, mais sur une rentabilité globale en termes de fonctionnement de réseau. Alors, vous n'êtes pas économiste, mais il y a un économiste qui est sur scène avec nous, c'est Martin Koenig. Du point de vue de l'économiste justement que vous êtes, qu'est-ce que c'est qu'un bon usage du réseau? Et merci Pierre Zambry pour la transition. Merci tout d'abord pour l'invitation à cette journée très, très, très intéressante. J'ai l'impression qu'en fait, il y a de meilleurs économistes du transport que moi dans la salle. Monsieur Kiné, Monsieur Petit a déjà dit la moitié de ce que j'avais prévu de dire, donc merci. Et désolé pour les redites. Alors, pour l'économiste classique des transports que je suis, le bon usage du réseau découle d'une offre optimisée, l'offre étant comprise en termes de capacité et tarification, qui maximise le bien-être collectif. Alors c'est une notion abstraite qui se compose de la somme d'une autre notion encore plus abstraite, le surplus des usagers, quelque chose qu'on a du mal à mesurer, mais le surplus net des coûts qu'ils vont supporter, du solde financier des opérateurs, de l'impact sur les finances publiques, si possible, souvent minimiser les besoins de dépenses publiques ou maximiser les recettes, mais c'est plus souvent l'inverse. Et lorsqu'on se passe dans une optique de système de transport dans sa globalité et qu'on considère les reports modaux, de minimiser les coûts externes des transports, par exemple les polluants locaux, les gaz à effet de serre, les accidents, mais également maximiser les externalités positives. Par exemple, dans tous les grands projets comme le Grand Paris Express, on a beaucoup parlé des effets économiques élargis. C'est ce genre de choses qu'on cherche à maximiser. D'accord, donc ça veut dire que si je vous suis, c'est que chacun a son intérêt, mais chacun finalement, est-ce qu'il trouve son compte? C'est là que peut se poser la question. Comment on arbitre justement, et je reviens sur mes questions d'arbitrage, entre ces différents besoins et ces utilités que vous exprimiez là à l'instant? À nouveau, hein, je vais dire des choses, et certaines personnes dans la salle connaissent là bien mieux que moi. Je pense notamment à Madame Breillet. Les économistes adorent mettre des euros derrière tous ces genres de choses. Donc, au risque de choquer un peu les gens, il y a la valeur statistique de la vie. Il y a la valeur du temps, la valeur du CO2. Et de ces valeurs découlent d'autres valeurs, par exemple la valeur des polluants locaux. Et à partir du moment où on connaît les pertes d'espérance de vie qui découlent d'une exposition accrue aux polluants locaux, on la multiplie par la valeur statistique de la vie et on a la valeur des polluants locaux. Bon. Ça se définit comment valeur de la vie, là, vous disiez? Alors, la valeur statistique de la vie, par exemple, se définit, si possible, sur la base de comportements réels. Qu'est-ce que les gens font et prennent comme dépenses pour économiser entre guillemets, réduire leur espérance de vie. Mais en fait, les valeurs qui sont utilisées, notamment la DGITM, sont des valeurs dites tutélaires. C'est-à-dire qu'elles proviennent, si possible, des meilleures connaissances scientifiques, mais à un moment ou à un autre, c'est un choix politique. C'est l'État, c'est des gens à la DGITM, c'est les gens peut-être à France Stratégie qui disent qu'on doit orienter les décisions vers dans tel ou tel sens, et on va utiliser les valeurs tutélaires à cette fin. Du coup, c'est très intéressant parce que quand c'est bien fait, le calcul socio-économique permet vraiment de comparer des choses, de transformer dans une même métrique des choses pour les comparer. Mais, et si on en revient au sujet du jour, il y a des choses qui sont un peu plus problématiques. Par exemple, liées à l'usage optimisé du réseau de transport, on a beaucoup parlé de la qualité de service. Or, si on est capable d'estimer, et on a plutôt des bonnes idées sur la valeur du temps, d'autres dimensions de la qualité de service, c'est une sorte d'angle mort. Madame Breillet, il n'y a pas longtemps, a coordonné avec Philippe Ayoun un rapport pour l'IGEDD qui vise peut-être à réactualiser les valeurs du temps. Et avec des gens des SNCF Réseau, Julien Pourunel qui est également dans la salle, on s'est rendu compte, par exemple, la valeur de la fréquence est très importante pour les usagers, mais c'est quand même, voilà, la valoriser, c'est très dur. En tout cas, il n'y a pas de consensus. La fiabilité, je ne vous en parle même pas. Dans les directives officielles, il y a une valeur de la fiabilité, mais dès lors qu'on va voir les gens, ils ne savent pas la mobiliser, cette valeur de la fiabilité. Donc, c'est un peu un des angles morts du calcul socio-économique et qui fait défaut dans cette réflexion sur les plateformes. Dernier élément, on parle beaucoup d'optimiser le réseau pour décarboner. Et donc,
l'économiste bête et méchant que je suis, excusez-moi l'expression, mais à un moment, pour faire ça, on va comparer aussi le coût externe des transports, des différents transports, en incluant le coût du CO2, avec ce que rapportent les différents modes de transport. Et contrairement à ce qu'a dit l'intervenant précédent, la plupart, en tout cas, pas contrairement, mais c'était, je pense, un cas isolé, mais la plupart du temps, le fret longue distance se fait sur des autoroutes payantes. Et malheureusement, on risque de choquer les gens. Les gens du CGDD disent qu'en mobilisant les valeurs tutélaires, notamment les valeurs du CO2 qui émanent d'un rapport notamment émis par Alain Quinet ici, il s'avère que les camions contribuent plus en termes de recettes et de redevances de péage par rapport aux coûts externes qu'ils génèrent. Et même quand on fait le ratio entre ce que le solde net entre guillemets des poids lourds versus le solde net du train, en fait, ça revient à dire, si on fait le calcul bête et méchant, migrer 1 tonne kilomètre de la route vers le train, c'est une perte nette pour la collectivité dans son ensemble. On adhère ou on n'adhère pas à cette idée. Je ne dis pas que les valeurs sont bonnes, mais ça permet juste de questionner les valeurs du temps ou les valeurs du CO2. Entre les euros et le CO2. Par exemple. Mais il y a des personnes dans la salle bien plus compétentes que moi pour répondre à ces questions. Alain Quinet, un petit mot sur ce rapport, sur cette valeur tutélaire du CO2 ? Oui, alors je ne vais peut-être pas me lancer là-dedans. D'accord. Mais est-ce que je peux rebondir sur ce qu'a dit Pierre Zambry, en fait, parce que évidemment je suis très aligné spontanément avec ce qui a été dit par Martin Koenig, mais j'aurais voulu rebondir ce que Pierre Zambry a dit avec beaucoup de bienveillance, mais malgré tout, il a quand même challengé la vision cible qu'on peut avoir du réseau côté SNCF Réseau, voire côté État. Mais moi, j'aimerais bien challenger un petit peu aussi la géographie. Parce qu'il me semble qu'il y a deux difficultés objectives que l'on a. La première, c'est que la géographie économique et humaine française est sans doute plus polarisée et de ce fait plus compliquée à gérer par le ferroviaire que la géographie économique allemande, qui est quand même bien répartie dans un nombre de pôles plus larges et plus importants. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il me semble que les difficultés qu'on cherche à traiter, alors par exemple avec le programme CERM dont a parlé Thomas Lary, c'est le fait que la géographie économique et humaine a beaucoup changé en France et que en fait, le ferroviaire effectivement court un peu derrière. C'est-à-dire que peut-être qu'on n'a pas vu la montée en puissance de l'Île-de-France, des métropoles. Et donc effectivement, maintenant, on cherche à s'adapter à cette nouvelle géographie avec le programme CERM. Voilà, donc il me semble que la difficulté fondamentale que l'on a, c'est moins de manquer d'une vision cible du réseau en soi que d'adapter en fait le réseau et les services, l'infrastructure étant quand même très fixe et très immuable, à une géographie économique et humaine qui a quand même beaucoup bougé depuis quelques décennies. Alors, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire de ce point de vue-là, mais si vous concentrez justement sur les grandes agglos, tous les flux, y compris ceux qui n'ont pas grand-chose à y faire, vous obérez les capacités qui permettraient justement de répondre à ces demandes au sein des métropoles. En fait, c'est ça le problème. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'on va demander aux métropoles de payer le surcroît de capacités dont elles auraient besoin éventuellement pour développer leur SERM, alors que c'est d'intérêt général, je dirais, d'augmenter la capacité de ces nœuds. Et là, il y a une vraie question aussi en termes de sources de financement et du fait aussi que, bon, j'ai un doctorant qui a travaillé sur la question, qui a soutenu récemment, il parlait, lui, de murs techniques. Bon, c'est peut-être pas très bien dit, mais l'idée, c'est quand même de dire, à un moment donné, il y a un paquet d'investissements à faire pour arriver au niveau que tout le monde attend. Et ce paquet-là, le local ne considère pas que c'est forcément de son ressort, parce que ça concerne tout le monde. C'est là le problème. Deuxième problème, quand je parle de maillage, deuxième question, quand je parle de maillage, c'est pas. Alors, il est intéressant en effet pour les voyageurs d'avoir des routages directs dans certains cas et pas passer par l'Île-de-France ou ailleurs, mais c'est aussi pour le fret. Et la demande en termes de fret est beaucoup mieux répartie sur le territoire qu'on l'imagine. Quand on regarde les trafics type bois, produits de carrière, céréales et autres produits agricoles, etc., ils sont quand même un peu le fond de cale du fret en France. C'est réparti dans des endroits assez ruraux et pas forcément près des métropoles. Donc là aussi, on a besoin de ce maillage pour aller chercher ces trafics là où ils sont et surtout faire en sorte après qu'ils passent surtout pas par les métropoles.
Alors, on a terminé avec Martin Koenig tout à l'heure sur la question du CO2, donc ça nous amène évidemment forcément aux questions d'environnement, et on va en parler avec vous, Alexis Chailloux. Je rappelle que vous êtes donc au réseau Action Climat, en charge des questions de transport. Peut-être un rappel d'ailleurs sur ce qu'est le réseau Action Climat, et puis quel regard, qu'est-ce qui vous guide dans vos actions quand vous vous penchez sur ces questions de mobilité et de transport. Et le micro, il est branché, vous n'avez même pas besoin d'appuyer sur quoi que ce soit, Alexis. Je vous voyais un petit moment de panique. Non, tout roule. Bonjour tout le monde. Donc, le réseau Action Climat, c'est la fédération des principales ONG environnementales en France, donc France Nature Environnement qu'on a eu plaisir d'écouter avant, mais aussi Greenpeace, mais aussi FNH. On est nombreux à travailler sur les transports. Moi, je travaille plus sur la longue distance, donc j'en parlerai un petit peu plus longuement. Peut-être vous dire aussi quelle est notre philosophie quand on parle de ferroviaire. Nous, on n'est pas forcément, ça risque de choquer, on n'est pas forcément pour le développement du ferroviaire en soi. Ça ne nous intéresse pas tant que ça. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le report modal. Donc, c'est vraiment d'essayer de prendre des parts de marché, entre guillemets, en tout cas des parts de transport, au mode de transport polluant pour pouvoir baisser les émissions de CO2 en France. Et ça, c'est important parce que du coup, on entend souvent le fait que le ferroviaire se porte extrêmement bien, les TER, les TGV, etc. On est super content. Mais en fait, en parallèle, la voiture ne diminue pas vraiment et l'aérien augmente. Donc, est-ce qu'on a vraiment gagné quelque chose? La question se pose. Et ce sera un petit peu le fil conducteur de ce que je veux vous dire. C'est très bien de développer la capacité ferroviaire et on donnera des exemples sur comment on peut faire ça. C'est important de travailler en parallèle à baisser ce que font les autres modes polluants. Et le deuxième principe qui nous guide un petit peu, c'est aussi, toujours d'un point de vue écologique et d'approche écologique, de questionner toujours les nouvelles infrastructures. L'idée, c'est pas de dire il faut surtout pas de nouvelles infrastructures ferroviaires. On pense qu'il en faut, il y a plein d'endroits où il en faut. Mais on a déjà un réseau qui est existant et les infrastructures, elles ont aussi un coût environnemental quand on les construit. Une LGV entre Bordeaux et Toulouse, pour prendre cet exemple très concret, ça a un coût environnemental et c'est les émissions de CO2 tout de suite dans l'atmosphère pour un report modal qui est à questionner. Et donc là, on retourne sur des questions de calcul et de ratio. Quel est le ratio entre les émissions de CO2 qu'on va faire et le report modal attendu, et donc les émissions de CO2 attendues? Moi, je n'ai pas encore vu d'études absolument convaincantes sur l'absolue nécessité de la LGV entre Bordeaux et Toulouse, pour prendre cet exemple-là. Mieux vaudrait limite à choisir une LGV, une avec un plus gros potentiel de report modal depuis l'avion. Par exemple, jusqu'à Perpignan, on pourrait avoir des liaisons vers l'Espagne directes et donc prendre un petit peu de part de marché à l'aérien. Donc voilà, essayer de questionner un petit peu toujours les projets d'infrastructure à la lumière de l'environnement. D'accord, donc réflexion à la fois sur le report modal et sur ces questions d'infrastructure. Vous le disiez, vous êtes plutôt spécialisé sur les questions de la longue distance. Qu'est-ce que vous proposez pour obtenir un bon usage du réseau justement sur ces longues distances? Il y a un type de train qui n'est pas forcément hyper apprécié par le monde du ferroviaire, vous me direz si je me trompe ou pas, mais que moi j'aime bien, c'est les trains de nuit. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils se positionnent très bien sur les endroits où l'avion se développe. L'avion se développe en France sur deux segments, c'est les transversales et les vols intra-européens. Et c'est des segments sur lesquels le train de nuit serait parfait. Parce que moi j'habite à Marseille, je vais vous parler beaucoup du sud de la France, je suis désolé, mais pour faire un Marseille-Rennes, pour Marseille-Nantes par exemple, aujourd'hui il n'y a pas de liaison directe en TGV. Alors ce ne serait pas si compliqué à faire, parce qu'aujourd'hui il n'y en a pas. Le train de nuit serait une bonne idée. Si on va encore plus loin, on va jusqu'à Quimper ou Brest, ça marche encore mieux. Pour aller à Rome, c'est pareil depuis Marseille. Donc là on est sur des liaisons où on pourrait vraiment prendre des voyageurs à l'aérien. Et j'en parle parce que c'est un train qui, en France, est en train de revenir. On a un peu d'actualité puisqu'on a potentiellement un appel d'offres qui devrait sortir prochainement. Et si je pouvais passer un message aujourd'hui, ce serait dans la dynamique des plateformes, de sécuriser un petit peu les sillons pour les trains actuels, les trains de nuit, et les nouvelles lignes qu'on pourrait ouvrir. Parmi les nouvelles lignes, il y a un Nice-Bordeaux qui pourrait voir le jour, même si ce n'est pas arbitré, et un Nice-Metz également. Et je sais que c'est des trains qui sont spécifiques, hein. Je sais qu'ils roulent la nuit, c'est chiant. Je sais qu'ils ont des itinéraires qui sont très longs, qu'ils arrivent le matin. Mais voilà, mais c'est un train qui a un intérêt. Et si demain on a 3 trains qui arrivent à Nice le matin, il faut leur trouver une place. Il faut aussi gérer les correspondances, puisque le but c'est pas de s'arrêter dans toutes les gares, mais c'est aussi de laisser la possibilité aux gens d'aller prendre un train de nuit via une correspondance.
Donc voilà, si je peux passer un message, c'est que les plateformes sont plutôt régionales. Je sais qu'il y a un coordinateur qui a été nommé pour les TET, mais voilà, si je peux appuyer un petit peu ce besoin. Et juste sur les trains de nuit européens, qui est un autre sujet aussi, puisque tu parlais des questions du lien entre les opérateurs ferroviaires au niveau européen. Il y a aussi une question aujourd'hui, c'est un peu compliqué encore de faire des trains de nuit au niveau européen, et ça déborde largement le cas français, mais ce serait intéressant que l'Union européenne se pose la question aussi d'être beaucoup plus motrice, et pourquoi pas devienne une autorité organisatrice un jour, ou subventionne en tout cas des trains stratégiques sur des liaisons, des Paris-Rome, des Paris-Madrid, qui sont très empruntés en avion aujourd'hui, et qui pourraient tout à fait se faire en train de nuit. Il faudrait rajouter une valeur, en fait, la valeur charme, ou de bercer par le train de nuit pour un meilleur sommeil. Les liaisons de proximité, vous vous y intéressez, j'imagine, quand même. Il n'y a pas que la longue distance. Oui, alors moi je travaille moins sur le sujet, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que sur la longue distance, il faut prendre à l'aérien. Et d'ailleurs, on a quand même une bonne nouvelle qui devrait arriver d'ici demain, j'espère. C'est une nouvelle taxe, enfin une majoration de la taxe sur les billets d'avion, qui est une bonne nouvelle pour le ferroviaire, je le dis quand même. Ah oui. Sur la voiture, c'est pareil. Enfin, sur les quotidiens, c'est la voiture la vraie question. Sur Aix-Marseille, donc c'est là où j'habite, on a une métropole qui a été vraiment pensée pour la voiture. Et c'est très compliqué en fait de développer le ferroviaire dans cet univers-là. Il y a 150 000 voitures qui circulent. À 95%, il y a des gens qui sont seuls dans leur voiture sur la A7, A50. Et en face, on n'a pas vraiment une politique cohérente pour faire du report modal. C'est-à-dire qu'on a fait des travaux sur la ligne Aix-Marseille, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une seule voie sur sur une bonne partie du tracé. Donc ils ont réussi à ajouter une deuxième voie pour pouvoir augmenter. On arrive à 4 trains par heure en heure de pointe, mais derrière, on n'a pas mis les trains. Enfin, c'est une possibilité théorique, mais c'est uniquement en heure de pointe réduite. Et derrière, il n'y a pas du tout eu les trains qui ont été promis derrière. Donc, on a une augmentation des capacités, mais on n'a pas une augmentation de l'offre forcément. On a un quart, vous avez entendu parler aussi, entre Aix et Marseille, qui est intéressant, qui répond aussi à un besoin, mais qui ne prend pas vraiment sur la voiture, puisqu'ils l'ont mis sur une bande d'arrêt d'urgence. En tout cas majoritairement. Donc ça aurait été intéressant de faire ce quart-là en se disant qu'on rogne un petit peu sur l'espace de la voiture. Et faute de politique publique un petit peu, on va dire, cohérente, ambitieuse là-dessus, on a une part modale de la voiture qui diminue pas énormément. Et donc peut-être la conclusion que je voulais vous faire, c'est que ce soit sur la voiture ou sur l'aérien, j'invite vraiment les acteurs du ferroviaire. Je sais que ça demande du courage aussi de parler d'autres secteurs, mais voilà, d'encourager les décideurs publics à avoir une cohérence globale et à réduire les modes de transport polluants. Sinon, en fait, on peut investir autant qu'on veut sur le ferroviaire. Si on ne réduit pas en parallèle le reste, en fait, c'est juste de l'argent gâché, pour exagérer un petit peu. On va poursuivre sur ce regard environnemental avec vous, Robin Fischer. Vous êtes expert fret au sein du Shift Project. On va rester donc sur le transport de marchandises. Les perspectives de développement du ferroviaire, justement en liaison avec cette transition, cette planification écologique. Quels sont les chiffres ? Juste un mot vite fait sur qu'est-ce que c'est que le Shift Project. Donc, c'est une association loi 1901 dont le slogan est d'œuvrer pour une économie libérée de la contrainte carbone. Donc il y a deux choses qui nous intéressent principalement. C'est d'une part les émissions de CO2, donc le carbone, et d'autre part l'énergie. Donc c'est depuis ce prisme-là dont je vais vous parler. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les différents points de vue, très enrichissants les uns et les autres, et j'ai en tête deux choses qui m'ont marqué. La première, je garde à l'esprit l'objectif de la SNBC qui est de 18% de part modale pour le ferroviaire d'ici 2030. Et la brève que j'ai lue, je ne me rappelle plus, c'est cette semaine ou la semaine dernière, où la UTF disait qu'en gros, les chances d'y arriver semblaient relativement faibles. Pour autant, c'est important. Effectivement, je rejoins Réseau Action Climat. Ce qui est important, ce n'est pas de tout développer, c'est effectivement d'opérer un transfert depuis le routier thermique vers le rail pour effectivement décarboner. Mais aussi, ne perdons pas de vue l'aspect énergétique, où en gros, on a quand même des objectifs de réduire la consommation énergétique primaire de 40% d'ici 2050. Et l'efficacité du rail, c'est bien un levier important pour y parvenir. Et je n'ai pas pu assister à toutes les interventions aujourd'hui, mais j'ai peu entendu parler de cet aspect, pourtant hyper important, de souveraineté énergétique, si je devais pousser le bouchon. Au-delà de ça,
il y a un point qui peut-être m'interroge un petit peu, c'est lorsque nous avons travaillé sur le rapport sur le fret que nous avons publié en 2022, donc on a travaillé pendant à peu près 2 ans auparavant, et on a eu la chance d'interroger beaucoup d'acteurs du secteur pour savoir effectivement quels étaient les freins, les leviers pour augmenter la part modale du fret, puisqu'en gros on tourne autour de 10%, alors ça monte des fois jusqu'à 11, ça redescend à 9, mais en gros, pour l'instant en tout cas, la tendance n'est pas hyper positive. Et j'ai pas souvenir, alors j'ai mauvaise mémoire, mais j'ai pas souvenir que la capacité, c'était un des freins qui ressortait en premier. Alors je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de travailler sur la capacité, bien entendu que non, c'est pas une mauvaise chose, mais néanmoins ce qui ressortait comme frein, c'était plutôt les histoires de ponctualité, de fiabilité, de traçabilité. Alors en effet, renforcer la capacité, ça me semble être une bonne chose, mais je ne suis pas certain que ce levier, lui tout seul, en laissant les règles du jeu, pour reprendre votre terminologie sur le jeu, je ne suis pas sûr que ça suffise. Et un des axes sur lesquels nous avons travaillé et qui était relativement bien perçu par les acteurs privés, c'était de changer les règles du jeu et de dire dorénavant, pour certains types de produits, pour certaines distances, ou pourquoi pas pour certaines régions, il y a une part modale donc du ferroviaire qui doit augmenter auprès des commissionnaires et des chargeurs et donc par ricochet chez les transporteurs. Pour être un peu cynique, le bon vouloir et les quelques subventions par le biais des C2E, pour l'instant, n'ont pas fait preuve d'une grande efficacité. Donc peut-être qu'au vu de l'urgence climatique et autres qu'on a devant nous, il faut effectivement changer les règles du jeu, qu'elles soient les mêmes pour tous les acteurs, qu'il n'y ait pas de distorsion de la concurrence, mais qu'en effet, on change un peu le terrain de jeu pour avoir une réponse qui est un peu à la hauteur des enjeux que nous avons devant nous. D'accord, donc il faut une volonté et un contexte législatif évidemment pour faire bouger les choses au-delà de ce que vous évoquiez là en disant que c'était finalement pas la capacité qui était le terme le plus donné et répondu dans le cadre de ce choix d'utiliser le fret. Vous parliez de la ponctualité, de la traçabilité, de la fiabilité. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres leviers existants et sur lesquels il faudrait faire porter les efforts aujourd'hui? Ça, c'était les points, comment dirais-je, à relatif court terme. Ensuite, il y a des questions qui ont été abordées qui sont les plateformes multimodales. Il est relativement difficile d'opérer des transformations a posteriori. En gros, quand on s'est installé quelque part parce qu'on veut faire du 100% routier, c'est assez difficile après d'aller imposer du multimodal. Donc c'est plus facile de le réfléchir en amont et donc ça nécessite peut-être de changer des règles d'urbanisme ou d'imposer que les nouvelles plateformes logistiques soient implantées sur des sites qui favorisent le multimodal. Mais ça, ce sont des choses qui sont un peu plus longues à mettre en place, même si je comprends que travailler sur la fiabilité ou la ponctualité ou la traçabilité, ce n'est pas des choses qu'on peut décider de faire cette semaine et qui seront mises en place la semaine prochaine. Patricia Perren, je reviens à vous sur ce bon usage du réseau. Quelles sont aujourd'hui les préoccupations des collectivités, puisque je rappelle donc que vous êtes consultante et vous travaillez pour un certain nombre de collectivités sur ces sujets-là. Bon, alors on peut parler, il y a plusieurs sujets sur la préoccupation sur le bon usage. Je voudrais reprendre un peu ce qu'avait dit Martin sur tout ce qui est le bien-être collectif et la prise en compte du bien-être collectif. C'est vrai que pour l'instant, et même je l'entendais ce matin, j'ai l'impression que le bien-être collectif, SNCF Réseau n'a pas forcément conscience de toutes les parties, et en particulier du bien-être collectif. Donc, à la FNOT, on a parlé des usagers, voilà, mais aussi des régions. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça, je dirais, il y a deux sujets qui me viennent à l'esprit. C'est la question des prix et puis la question des travaux, de l'inscription des prix, donc des prix des sillons, des péages, pour être précise, et la question des travaux. Sur les péages, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même, on l'a entendu, Michel Nognon en parlait tout à l'heure, il y avait une volonté des régions de faire un choc d'offres, en particulier parce qu'on a un choc de demande aujourd'hui avec des trains qui sont très pleins. Et donc, il y a cette volonté des régions de vouloir augmenter beaucoup les trains, ce qui en plus arrangerait beaucoup SNCF Réseau, parce que un train de plus sur le réseau, ça coûte quasiment rien. À part l'usure, le coût directement imputable, qui est quand même minime. Du coup, ça pourrait rajouter des trains. Et en fait, les régions, parfois, sont frileuses à le faire parce qu'il y a cette peur de l'augmentation très, très forte des péages d'infrastructure. Et ça, on a l'impression parfois, quand on parle avec SNCF Réseau, et il y a eu très récemment un conflit devant le Conseil d'État au niveau de l'augmentation des péages. Il y a eu des augmentations des péages qui ont été énormes ces derniers temps. Donc, je suis allée regarder les chiffres de l'ART pour remettre les idées. En 2015, on était à 1 milliard de péages. En 2022 ou 2023, les derniers chiffres 2023, on était à 1,3 milliard. Donc 30% d'augmentation, c'est largement au-dessus de l'inflation. Et encore, je dis c'était 2023, donc ça a encore augmenté depuis. Et du coup, c'est vrai que les régions ont peur de faire parfois ces chocs d'offres.
Il y a eu une amélioration récemment, et donc ça, notamment porté par les économistes en termes de structure de la tarification, avec une tarification finalement qui fait que le train supplémentaire est moins cher. Mais cette tarification, elle n'est garantie que pendant un cycle de 3 ans. Et du coup, on ne sait pas ce qui va se passer après. Voilà. Et du coup, moi, très clairement, j'ai vu un opérateur historique expliquer à une région que s'ils faisaient un choc d'offres, aujourd'hui, ça leur coûterait pas cher, mais ils allaient voir ce qu'ils allaient voir. En 2027, très technique, ce qu'on appelle la redevance de marché serait augmentée parallèlement au nombre de trains kilomètres, et que du coup, la dernière chose à faire, c'était de faire un choc d'offres. Bon, voilà. Donc, quand vous renégociez avec votre opérateur historique votre convention et que vous dites peut-être que je ferai un choc d'offres et que vous prenez la douche froide, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, en tout cas, je pense que les péages, il y a eu des efforts pour s'aligner leur structure par rapport, pour refléter ce qui avait été dit par Martin, sur ce bien-être collectif et vraiment inciter au choc d'offres parce que ça permet de faire du rapport modal, ça permet d'augmenter les recettes de réseau, ça serait super. Voilà. Là, c'est plus, il y a une telle augmentation des péages voilà, que clairement les régions ont pris peur et qu'elles essayent parfois de faire des économies en limitant, voire en réduisant le nombre de trains en circulation. Donc ça, c'est vraiment un enjeu. Dernière chose aussi sur la bonne utilisation du réseau, c'est cette histoire de travaux. Vous l'avez évoqué ce matin et ça a été évoqué. Moi, dans ma région et vu où j'habite, donc dans le Berry, à Bourges, la fermeture du Paris-Orléans 9 heures par jour, j'arrive pas à m'en remettre. Voilà. C'est vrai qu'on en parle depuis des années, hein, ça a été dit par le préfet Philiseau tout à l'heure. Moi, c'est quelque chose que j'avais vu quand j'étais à la région Centre-Val de Loire. Et de dire comme ça, bon, 9 heures par jour, ça va bien passer, il faut des années et des années et des années pour récupérer les voyageurs après. J'ai pris le train ce matin, je le reprendrai ce soir. Les gens ne savent pas. On n'a toujours pas enregistré que ça allait fermer entre avril et janvier. Ça ne passe pas. Et quand on voit des associations, on se dit non, mais on va râler puis ça va passer. Non, enfin, c'est programmé. Enfin, maintenant, ça va fermer. C'est fini. Et c'est vrai que quand j'entends Réseau dire oui, mais vous vous rendez compte le nombre du million que ça va nous coûter la demi-heure. Attendez, la région Centre-Val d'Or, ils ont reçu une facture pour ça parce que les trains, alors qu'en principe les TER sont pas rentables, là il y a quand même des moyens qui sont mobilisés, qui seront pas utilisés. Donc la région Centre-Val de Loire va faire un chèque. Est-ce qu'on l'a pris en compte? Et puis au-delà de ça, les voyageurs, il n'y a plus de train du tout dans la journée. On coupe Orléans de Paris. Alors bon. La région a conscience pour le fret, il n'y a aucun problème. On a conscience pour le fret. Je me souviens d'avoir aidé à la rédaction d'un courrier du président qui, il y a quelques années déjà, s'alarmait de cette fermeture en disant « mais nous, on est prêts à laisser des sillons de fret, il n'y a pas de problème. On serait prêt à laisser quelques sillons dans la journée, évidemment. Mais couper 9 heures par jour Orléans, est-ce qu'à un moment, on a fait le bien-être collectif? Quand j'entends Réseau nous dire que ça va coûter plusieurs millions, vous ne savez pas combien ça nous coûte? Au niveau des voyageurs, il y a un impact qui est monstrueux. Et donc, parfois, ce bien-être collectif, je rejoins ce qui a été dit à l'instant, il faudrait peut-être le prendre en compte, et notamment aussi sur le temps long, sur les années et les années qu'il va nous falloir pour récupérer ces voyageurs, quoi, pour leur expliquer que si, il y a des trains en journée, c'est juste pour quelques mois, quoi. Martin Koenig, je voudrais qu'on rebondisse sur ce que disait Robin Fischer il y a quelques instants quand il disait la capacité n'est pas le premier frein à lever. Quand on a échangé pour préparer cette table ronde, on m'a dit justement il ne faut pas faire de la capacité un mantra. Ça voulait dire quoi? En tout cas, il ne faut pas que ça soit le seul mantra. Je me fais peut-être influencer par certains influenceurs justement, mais dans le cas des Serm, on va pas. En tout cas, il faut identifier les endroits où les Serm sont pertinents avec de la capacité ferroviaire et d'autres où le socio-économiste que je suis pourrait privilégier des modes plus légers, moins chers à opérer, qui pourraient avoir un bilan environnemental pas forcément si négatif que ça, et du coup générer un bien-être collectif supérieur. Le bus peut être un très bon candidat pour faire des Serm et libérer de la capacité ferroviaire pour l'allouer à d'autres moyens. Je ne dis pas partout, mais il faut trouver les territoires. Donc c'est en ça que je parle que ça ne peut pas être le seul mantra. Par contre, ce qui est vraiment appréciable avec les PIC, outre parce que ça nous challenge, nous, dans ma profession d'économiste des transports, hein, parce qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui ont dit que ça permettait de renouveler le calcul socio-économique, non pas sur des nouveaux projets, mais sur l'évaluation de l'infra existante. Et ça ouvre plein de sujets sur la tarification de la saturation, et ainsi de suite. C'est que le PSI permet quand même, avec ce temps long, cette réflexion sur le temps moyen-long, de mettre en œuvre quand même ces plans de travaux, de manière parfois brutale, de manière un peu plus concertée. Et c'est vrai que sans les blancs travaux, le réseau va se détériorer. Et on l'a entendu de par les usagers et de par les opérateurs de fret ferroviaire, la fiabilité est quand même un des éléments les plus importants. Et sans blancs travaux, l'état du réseau va se détériorer et tout le
tout le monde sera pénalisé. Donc en ça, je trouve que c'est quand même aussi une bonne manière de créer de la visibilité, potentiellement, si c'est bien utilisé, et également de remettre tout à plat et de mettre les gens autour de la table. La parabole tout à l'heure de M. Quinet avec les théories des jeux répétés est plutôt parlante, je trouve. Robin Fischer, on va terminer avec vous sur cette anticipation, l'intérêt d'anticiper la disponibilité du ferroviaire créé grâce justement à ces PSI. Oui, elle est évidente. On a entendu parler du terme de planification. Donc, en effet, ce serait assez absurde d'être dans une situation où, d'une manière ou d'une autre, soit on pousse ou on met en place des initiatives pour faire en sorte qu'il y ait une demande qui augmente pour le rail et qu'il n'y a pas la capacité en face. Enfin, c'est évident qu'il faut avoir une capacité qui évolue en synergie avec la demande. Ce qui me fait peur, entre guillemets, c'est qu'on ait une offre qui augmente et une demande qui se fait attendre parce que si on fait du routier aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plein d'avantages à le faire. Et je ne suis pas certain, encore une fois, que le frein numéro un, ce soit il n'y a pas la capacité. Potentiellement, il y a des idées qui maintenant sont discutées de manière un peu plus large qu'il y a quelques années. J'entends parler du terme des AOF, donc des autorités organisatrices du fret, qui prendraient donc en charge de la même manière qu'aujourd'hui, ce serait le cas pour les passagers. Pourquoi pas tendre vers une prise en charge régionale, en tout cas partielle, ou pour une certaine segmentation de produits pour le fret, pour qu'il puisse y avoir notamment des discussions un peu plus micro, donc territoriales, au niveau des régions, comme celle des plateformes, pour un partage effectivement du réseau entre passagers, travaux et fret. Eh bien, ce sera la conclusion de cette table ronde. Merci à tous les 6. Merci beaucoup. Alain Quinet, vous restez avec moi puisqu'on va passer à la conclusion.